Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui se joignent à ce troisième webinaire pour le programme de renforcement de capacité avec la coopération de Novartis Pharma. Nous remercions Novartis de leur support et de cette belle opportunité. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, ce programme, l'objectif de ce programme de renforcement de capacité correspond. Donc, l'objectif, comme je disais, l'objectif de ce programme de renforcement de capacité correspond parfaitement aux objectifs de The Green Europe. Il s'agit de soutenir nos organisations membres et aider aux membres donc à construire des capacités, à ajouter des compétences par rapport à donc la gestion de cela. Et le programme de renforcement de capacité est formé de 3 parties basées sur les thèmes abordés par les organisations de patients de Zegrin. Les sujets qui ont été donc retenus comme méritant du soutien. Alors, pour la première session, le programme a porté sur la communication externe. Le deuxième programme, c'était la stratégie opérationnelle et le personnel. Et celui-ci, le troisième, se centre sur l'implication des organisations des patients par rapport au développement et l'approbation des médicaments. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, pour notre webinaire est tel que vous le voyez. Et notre intervenant principal est donc Neil Bertelsen de la firme de consultants Neil Bertelsen. Et voilà, après son intervention, il y aura également quelques mots de clôture. Alors voilà, maintenant je vous propose de présenter notre intervenant, Neil Bertelsen, qui est un expert en plaidoyer centré sur la collaboration et le soutien entre différentes parties euh, dans le domaine de la santé. Neil est également impliqué dans un travail avec des multiples partenaires pour l'implication des patients par le biais du développement de médicaments, d'approbation de médicaments. Et Neil va nous présenter donc pourquoi son expérience peut nous aider. Alors voilà, Neil, vous avez la parole. Je vous remercie de votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Cathy. Permettez-moi que je partage mon écran avec vous. Dites-moi si vous voyez l'écran. Oui, nous le voyons. C'est magnifique d'être avec vous aujourd'hui. Et comme Cathy l'a dit, je vais vous parler de la prise de décision dans le domaine de la santé, comment ces décisions sont prises et en particulier comment vous pouvez vous impliquer dans cette prise de décision, c'est-à-dire comment vous pouvez donc connecter avec d'autres parties pour cette prise de décision. Je vais vous donner un petit peu de contexte par rapport à moi pour que vous compreniez la perspective que je vous apporte. Moi, j'ai commencé à faire du plaidoyer pour les patients un petit peu comme vous, et c'était pendant les années 90 pour le VIH. Et en fait, j'étais très concernée par le fait que l'on prenait des décisions sur la santé qui avaient des effets sur la vie des patients sans tenir compte des apports des patients. Et depuis, donc, j'ai travaillé pour aider les décideurs, les preneurs de décision à comprendre la valeur de travailler avec les communautés de patients. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec différents organes d'évaluation de la technologie sanitaire, c'est-à-dire les organes qui décident si un médicament est disponible dans le système de santé. J'ai travaillé aussi avec les régulateurs, c'est-à-dire ceux qui décident si un médicament doit être approuvé. J'ai travaillé également avec des groupes de patients, bien évidemment, avec l'industrie, avec les chercheurs. Vous voyez ici dans ces cases-là, vous voyez le genre de travail que je fais. Alors, j'ai travaillé avec des organes d'évaluation de la technologie sanitaire, avec Technology International, qui se dédie à voir comment impliquer les patients dans ces décisions.
Et en fait, je me suis beaucoup centrée sur comment les patients doivent s'asseoir à la même table que les régulateurs, que l'industrie, quand il s'agit de discuter des plans qui portent sur la santé. Et voilà, c'est donc des organisations qui doivent nous permettre de construire des outils en tenant compte de la perspective des patients. Et j'ai travaillé donc pour aider les patients à travailler avec toutes ces parties. Alors aujourd'hui, je vais vous faire parcourir certaines idées, certains concepts. Nous allons parler de l'élaboration des politiques. Nous allons parler de comment ces politiques sont préparées, comment elles ont des effets par rapport à la santé. Ensuite, nous allons parler des décisions réglementaires et comment par rapport à cette prise de décision. Et puis, à la fin, nous ferons également un petit résumé et on verra également les leçons à tirer. Alors, en fait, au fur et à mesure que je parcours ces chapitres, je vais m'arrêter à la fin de chaque chapitre pour vous permettre de poser des questions. N'hésitez pas en cours de route à poser vos questions en fait en utilisant le chat pour que je puisse les voir sur mon écran également. Alors voilà, la prise de décision et la préparation de politique, tout ce qui porte sur la santé est façonné par des décisions d'autres personnes. Tout le monde veut la même chose. On veut tous améliorer la vie et les résultats pour les patients, mais chaque partie, en fait, fait cela depuis une perspective différente. C'est-à-dire que, par exemple, l'industrie va décider ce sur quoi faire de la recherche, sur quel type de médecine il faut faire de la recherche, ce qu'il faut développer à l'avenir. Par contre, les régulateurs, quant à eux, ils vont décider quels sont les médicaments à approuver ou à utiliser. Et puis le gouvernement, quant à lui, va décider quel est le budget qui sera alloué par rapport à la santé en comparaison avec l'éducation, avec l'enseignement ou la défense. Le système de santé a également un système de remboursement par rapport aux médicaments. On peut vivre dans un pays qui a un système de remboursement ou d'assurance. La plupart des pays ont des systèmes d'évaluation de la technologie sanitaire. Je vous en parlerai plus tard. Et alors, ces organes-là décident ce qui doit être payé ou remboursé par le système sanitaire. Et puis les hôpitaux, quant à eux, décident tout le temps quelles sont les ressources à allouer à chaque département. Par exemple, quelles sont les ressources pour l'unité de dermatologie par rapport aux ressources allouées à l'unité d'oncologie. Et puis, les docteurs, en fait, les généralistes, ils prennent également toujours des décisions sur quelles sont les lignes directrices à suivre, quelles sont les pratiques qui vont rendre la vie des patients plus facile. Ils prennent ce genre de décisions tout le temps. Et puis, les groupes de patients, eux aussi, prennent des décisions. Et quel est le type de soutien que vous voulez, par exemple, vous avez des ressources limitées, vous ne pouvez pas tout faire, et vous aussi, en tant que groupe de patients, vous devez prendre certaines décisions. Alors voilà, nous voyons qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par des parties multiples, et voici le défi. Tout le monde cherche à faire de son mieux. Tout le monde cherche à satisfaire les besoins des patients. Mais chacune de ces parties y pense différemment. Par exemple, l'hôpital pourrait dire, voilà, nous devons rendre nos processus plus efficients pour pouvoir visiter plus de patients avec le même budget. Par contre, l'élu local, eh bien, il y a peut-être des élections qui vont venir, alors l'élu local sera motivé pour des décisions qui soient populaires hein, afin de pouvoir apparaître sur les gros titres du journal, parce que ceci va augmenter la popularité, donc et sa possibilité d'être réélu. Mais peut-être qu'il va oublier le long terme. Peut-être qu'il va prendre des décisions qui ont des effets un petit peu plus immédiats pour gagner un petit peu donc d'attraction. Et puis, d'autres parties vont se concentrer tout simplement, les régulateurs, sur l'évidence clinique. Les contribuables ou les assureurs vont se centrer sur les coûts et sur le budget et voir comment gérer ce budget. Même votre médecin généraliste qui a de moins en moins de
temps à consacrer au patient, eh bien, il voudra être de plus en plus efficient, il voudra faire de son mieux, mais il voudra vraiment agir vite. Et le gouvernement, de son côté, va dire, voilà, notre but est de réduire cette dépense sanitaire. C'est-à-dire que dans cette image, vous avez toute une série de valeurs différentes que j'ai également listées sur cette diapo et nous voyons que le système sanitaire va tenter de réduire la complexité, les procédures que subissent tous les patients, mais ils veulent quand même augmenter la qualité et les résultats pour les patients. Les docteurs, eux, veulent des visites plus productives pour satisfaire les patients, mais il y a également d'autres incitations. Peut-être que dans certains systèmes sanitaires, les docteurs vont recevoir davantage de rémunération pour le fait de faire subir des épreuves aux patients. Et tout ceci va se traduire en paiement et ceci sera donc une incitation pour le docteur. Quand on pense à la société, eh bien tout le monde veut être un membre productif de la communauté et soutenir les autres, hein. Nous voulons soutenir, par exemple, nos parents qui vieillissent, nous voulons soutenir nos enfants, mais nous devons avoir les compétences et les capacités nécessaires. Et puis maintenant, quand on pense au patient, le patient, lui, veut se sentir mieux afin de pouvoir faire plus tous les jours. On veut avoir également une meilleure santé mentale et on ne veut pas que notre maladie entrave notre vie ou notre traitement entrave notre vie. C'est-à-dire que nous pouvons voir tout ceci depuis différents angles et les politiques sanitaires sont conçus pour aborder ces différents points de vue. Les politiques sanitaires établissent des standards, des cibles, des priorités, des budgets, des règles. Et voilà, on va tenter de s'assurer qu'il y a un terrain de jeu qui soit homogène afin de pouvoir tenir compte de toutes ces parties multiples qui conforment le système sanitaire. Alors, quel est notre rôle en tant que défendeur des patients? Eh bien, oui, nous pouvons faire des campagnes, nous pouvons manifester, nous pouvons contester et nous pouvons bien sûr attirer l'attention sur les besoins de la communauté de patients. Mais moi, j'ose dire que ce n'est souvent pas ainsi que le changement se produit. Le changement se produit dans le système sanitaire non pas suite aux contestations. C'est surtout quand on travaille en partenariat avec les preneurs de décision. C'est surtout quand on collabore avec eux pour la prise de décision. C'est ainsi que, d'après mon expérience, le changement se produit. Si on veut qu'un changement se produise, il faut travailler avec les autres parties plutôt que de les contester. Alors voilà, c'est cette collaboration que je veux souligner aujourd'hui. C'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui, de cette collaboration. Alors tout d'abord, établissons un petit peu le contexte. Il y a beaucoup de façons de penser à l'élaboration de politiques. Nous pouvons penser au niveau global, régional, national. Nous pouvons également penser à notre ville, à notre quartier, chez nous. C'est-à-dire au niveau mondial, nous avons des organisations comme l'OMS qui établit des priorités mondiales, qui considèrent les besoins de toutes sortes de pays à plus ou moins de revenus et les organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, se centrent sur des priorités vastes, larges, parce que elles peuvent faire cela à un niveau mondial, comme par exemple la nutrition. Et puis maintenant, quand on descend au niveau continental, nous avons l'Union européenne et les différents chapitres régionaux de l'OMS qui établissent des priorités régionales. Ces organisations tentent de se centrer sur des processus euh, pour éviter les disparités entre les différents pays. Par exemple, l'Union européenne va tenter de travailler pour éviter les grandes différences, les grands contrastes entre les différents systèmes de santé dans l'Union européenne. Et au niveau national, c'est là qu'intervient notre pays. Nous aurons le ministère de la Santé et le ministère des Finances qui établissent les priorités nationales
en termes de santé qui établissent également des budgets et souvent, eh bien, il y aura des plans spécifiques pour certaines maladies, comme par exemple le cancer. Mais il y a également les associations médicales nationales qui établissent les guides et les protocoles à être suivis par les médecins pour traiter des maladies comme Sjögren, par exemple. Et puis aussi, au niveau du pays, il y a également un système de santé qui va donc se procurer des médicaments, des traitements, des services des médecins. Et c'est les payeurs nationaux qui déterminent ce qui est couvert par le système de santé publique et par les assureurs. Et puis ensuite, on peut arriver à un niveau encore plus petit, le niveau régional. Et là, les États individuels ou les régions ont souvent un grand contrôle par rapport au système de santé, à la prestation de services à ce niveau. Et au niveau régional, on peut établir les ressources par rapport aux hôpitaux ou par rapport aux services d'ambulance. Et il y a souvent un grand contrôle sur le système de santé et sur la société, en fait. Et c'est vraiment le système d'assistance sociale aussi qui intervient là et qui est donc une compétence régionale. Maintenant, au niveau de la ville, eh bien, les hôpitaux et les cliniques individuelles vont établir leurs propres priorités, leurs processus. Ils vont également décider comment les patients circulent entre un patient, entre un hôpital, un autre, combien de médecins ou d'infirmières sont nécessaires. Et moi, je dirais même que c'est à ce niveau-là que le changement peut se produire rapidement parce que voilà, on travaille avec un seul hôpital, un seul département et quand on parle de rendre la vie plus facile pour les patients, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'agir au niveau de l'hôpital, d'établir des changements là, que de les établir au niveau national. Et c'est beaucoup plus facile parce que nous avons déjà des relations avec ce type d'organisation, avec les hôpitaux, avec les cliniques. Mais il y a encore un niveau plus local. Pensons par exemple à notre quartier, à notre rue, à notre médecin de famille, à la clinique que nous visitons. En fait, c'est vraiment la première expérience et suivant le résultat de cette expérience, par exemple, les patients peuvent être diagnostiqués, peuvent être transférés vers le spécialiste ou pas. C'est-à-dire que ce niveau de pratique va vous permettre de faire des changements qui auront des effets immédiats sur les patients. Et voilà, vous aurez ce rapport avec ce médecin parce que c'est votre médecin. Il vous connaît et c'est beaucoup plus facile d'avoir la conversation avec lui pour établir un changement. Alors voilà, par rapport à l'établissement des politiques, moi, mon conseil, c'est vraiment que vous commenciez par ce que vous connaissez, que vous exploriez les opportunités à échelle locale. Et c'est vraiment à ce niveau local que la politique sanitaire est plus efficace. Alors, il faudrait penser à cela comme une approche depuis le bas vers le haut. Vous pouvez faire des changements localement, vous pouvez voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et tout ceci peut ensuite grimper dans ce diagramme. C'est-à-dire que commencez par aborder cette clinique que vous connaissez bien. C'est-à-dire ne tentez pas d'aborder le ministère de la Santé si vous n'avez pas de contact. Si vous ne les avez pas, tentez de parler aux personnes que vous connaissez déjà et je recommande toujours de poser des questions très ouvertes. Par exemple, si vous vous asseyez avec le responsable du service dermatologique ou que vous causez avec votre médecin, eh bien, racontez tout simplement ce que vous pensez qui serait éventuellement amélioré. Tentez de poser des questions ouvertes. C'est vraiment beaucoup plus facile de poser des questions ouvertes que de faire une liste de demandes. Parce que c'est à travers cette conversation que vous verrez que vous détectez les mêmes problèmes et que vous verrez que vous pouvez mieux faire les choses.
Et donc, vous verrez aussi quelles sont les décisions sur lesquelles ces partis-là ont un contrôle ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un décideur de changer quelque chose s'il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est-à-dire tenter de voir ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et là, en fait, tenter de faire cela. Travailler avec ces partis sur les décisions qu'ils contrôlent. Et vous pouvez également leur offrir davantage d'informations qu'ils vont rapporter donc à leurs supérieurs. Vous n'avez pas besoin d'être la personne qui va s'asseoir au ministère de la Santé. Il y a toujours une chaîne de personnes qui va établir le lien avec le ministère de la Santé. Vous commencez par ce que vous connaissez et vous faites passer l'information. Vous ne devez pas le faire vous-même, tout seul. Un autre conseil, c'est vraiment d'utiliser toutes les opportunités, les événements, les sujets qui sont dans les journaux, dans les médias. En général, c'est une accroche, même s'ils ne parlent pas de syndrome de Sjögren. Ça peut être une nouvelle histoire qui illustre des défis sur les systèmes de santé dans votre région locale. On peut regarder cette histoire, voir qui est cité dans cet article et contacter ces personnes et dire: «J'ai lu votre citation et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs plus d'informations de la part des patients avec lesquels je suis en contact. Est-ce qu'on pourrait, avoir une réunion pour en parler?» car vous savez que cette personne est déjà intéressée par ce sujet et selon leur citation, vous savez leurs avis et ça vous donne, pardon, une ouverture de porte pour commencer une conversation. Il y a aussi les élections nationales ou locales qui fournissent une grande opportunité de mettre en place des réunions avec des candidats possibles. C'est là où ils sont le plus ouverts pour écouter vos idées. Ils veulent être élus. Ce sont des candidats qui veulent être élus. Et c'est donc là où c'est plus facile d'avoir des réunions avec eux. Une fois que vous avez des réunions avec eux, ils savent qui vous êtes, vous savez qui ils ou elles sont. Et si ils ou elles sont élus, ça veut dire que vous aurez un contact avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Et lorsqu'il y a des événements, comme par exemple l'inauguration d'un nouvel hôpital ou d'une nouvelle clinique, eh bien, ça peut être une grande opportunité pour pouvoir avoir un réseautage avec des politiques. Donc, à obtenir une invitation ou arriver lorsqu'ils coupent le ruban, par exemple, pour un nouveau département dans un hôpital, eh bien, il va y avoir tous les politiques locaux ici qui sourient, qui serrent des mains. C'est exactement là que vous pouvez avoir une conversation informelle pour pouvoir connaître des personnes et étendre votre réseau. Mais un conseil très important ici, si vous êtes dans ce genre de situation sociale, comme une ouverture, une inauguration, un gala, eh bien, n'allez pas avec des exigences très fortes. Juste signaler que vous avez des perspectives très intéressantes de patients que vous aimeriez partager avec eux ou elles et demandez si vous pouvez avoir une réunion avec ces personnes dans les prochaines semaines pour parler de ces sujets. Donc, être sur un ton très collaboratif. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Voilà ce qu'il faut dire, plutôt que d'être combatif et dire voilà ma liste d'exigences, est-ce que vous pouvez faire ceci, cela? Et donc, eh bien, ils vont fuir immédiatement si c'est votre approche. Il faut être beaucoup plus dans le désir de travailler avec eux plutôt que de se plaindre sur ce qui ne fonctionne pas bien à l'heure actuelle. L'essentiel de ce que je veux dire, c'est lorsque vous pensez à la politique, travailler avec des hommes et des femmes politiques, ne pensez pas que c'est ce genre d'image que vous voyez ici, où il y a toutes ces personnes importantes autour de ces grandes tables importantes, et là où vous n'êtes pas invité. Plutôt, réfléchissez à la politique comme ceci. C'est comme cela que se fait réellement la politique, autour d'une tasse de café, c'est-à-dire converser sur des sujets de manière très ouverte comme vous le faites avec vos amis. Vous pouvez le faire avec des décideurs politiques. Ce sont des humains aussi. Et là, je vais donc faire une pause pour des questions, voir s'il y a quelque chose aussi dans le chat. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Cathy, est-ce que vous voyez quelque chose d'écrit dans le chat?
Non, en effet, il n'y a pas de question, mais j'en ai une moi-même. Allez-y. En Grèce, lorsque nous avons essayé d'avoir des réunions avant les élections, car d'ailleurs nous avons des élections dans un mois en Grèce, eh bien, les députés du Parlement nous ont dit, oui, bien sûr, j'adorerais vous écouter, mais maintenant il y a des élections et donc je ne suis pas sûre d'être élu. Donc, s'il vous plaît, soyez patient, on pourra se rencontrer plus tard si je suis élu. Alors, ils nous ont refusé de manière très polie de nous écouter puisque leur seul intérêt pendant ce temps-là, c'est comment est-ce qu'ils vont être élus. Donc, comment peut-on surmonter ce problème? Oui, c'est un problème commun. Alors, ils reçoivent beaucoup de demandes. Donc, même si ce que j'ai dit auparavant est vrai, c'est un moment où ils sont plus ouverts aux invitations. Ce que j'ai vu qui fonctionne bien, c'est lorsqu'il y a différents groupes liés, peut-être de différentes maladies, groupes de patients liés, mais de différentes maladies, qui se rassemblent et qui demandent une réunion collective. Comme cela, ça fait un groupe plus important pour une réunion. Et aussi, autre chose qui fonctionne souvent, c'est plutôt que de dire, eh bien, nous aimerions vous parler du syndrome de Sjögren ou d'autres sujets donc de cette maladie, plutôt positionnés sur le fait. Nous savons que vous voulez être réélu, nous avons de très bonnes perspectives pour vous. Nous ne savons pas si vous allez être réélu, personne ne peut le savoir, mais nous aimerions partager ces perspectives avec vous et obtenir votre retour. Et ensuite, vous pouvez dire, ça n'a pas d'importance s'ils sont élus ou pas, au final, réélus ou pas, parce qu'ils auront partagé des connaissances avec vous et vous aurez partagé des connaissances avec eux. Donc, c'est un positionnement peut-être plus en latéral. Je sais, Cathy, parfois, on essaye et ils disent non, on n'a pas le temps. Et donc, moi, ce que je recommande toujours aux personnes dans ce cas-là, c'est d'écrire tout cela. Il faut qu'ils refusent par écrit. Ils n'aiment pas refuser par écrit. Souvent, ils vont plutôt répondre au téléphone et dire non, je n'ai pas le temps. Mais voir que par écrit, donc, ils vont vous refuser une invitation, ils n'aiment pas trop faire ça. Donc, c'est aussi un autre truc à essayer. Nous avons une question de Véronica Lopez. Avez-vous un conseil sur le niveau de communauté à prioriser pour Sjögren Europe, donc au niveau continental ou au-delà ou en dessous? Quel niveau à quel niveau il faut donner la priorité? Telle est la question. Alors, très bonne question. Oui, alors, il y a bien des choses importantes au niveau européen. Donc, par exemple, l'égalité des santé. Donc, s'assurer en fait que les systèmes de santé soient égalitaires dans les pays européens. Ça, c'est quelque chose qui se travaille au niveau européen. Aussi, au niveau européen, on peut travailler sur des politiques de santé générales. Par exemple, vous l'avez peut-être vu, mais la Commission européenne a publié récemment un travail qui cherche à parler des maladies qui ont peu de recherche à leur sujet, qui ont été peu investiguées, mais qui représentent un niveau de charge très important pour les patients. Donc ça, c'est au niveau européen. Mais c'est plutôt au niveau national qu'il y a donc les politiques nationales de santé sur comment les traitements sont livrés, par exemple. Et en ce qui concerne vos membres, je pense qu'ils doivent toujours commencer là où ils sont le plus confortables, c'est-à-dire au niveau local, la ville, peut-être la région, et ensuite travailler à partir de là. Pour Sjögren Europe, je crois qu'il y a une opportunité de voir ce qui se produit donc au niveau européen et ce que vous pouvez exploiter. Vous n'avez pas besoin de participer à tout, mais vous pouvez utiliser ces rapports qui sont écrits et ces enquêtes qui sont publiées par l'Union européenne pour pouvoir former vos réflexions et vos stratégies. Je crois que c'est vraiment la voie à suivre.
Autre chose que nous avons aussi réalisé au niveau local, je ne sais pas si c'est la même chose aussi au niveau européen, mais étant donné que cette maladie de Sjögren n'est pas aussi commune, c'est une maladie rare, donc même si nous parlons de cette maladie comme faisant partie des maladies dermatologiques, il n'y a rien qui est fait au niveau local, sauf lorsque les composantes pharmaceutiques vont être lancées, de nouveaux médicaments vont être lancés, s'il y a ce genre de nouveaux lancements et ces promotions, alors là, soudainement, quelqu'un va nous entendre et là, il y a du bruit positif et il y a des personnes qui se penchent sur cette maladie, donc la maladie de Sjögren. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement nous, car nous parlons avec les pharmaceutiques, nous le coopérons avec eux, nous aimons les aider, et ceci mutuellement, s'ils nous aident, mais il y a du résultat de la conscientisation, la sensibilisation, du bruit au niveau gouvernemental lorsqu'il y a un médicament qui va sortir. Alors là, tout le monde écoute. Et c'est le problème au niveau local aussi. Oui, Cathy. En effet, alors c'est un motif répétitif dans de nombreuses maladies. Alors, à chaque fois que l'industrie produit des médicaments pour une maladie, c'est le cas. Mais lorsque vous avez une maladie et qu'il n'y a rien qui peut être fait, car il n'y a pas de traitement pour cette maladie, il y a quand même beaucoup de niveaux où il n'y a pas de défense des patients. C'est-à-dire, vous n'avez pas de médecins qui sont spécialistes dans ce domaine, en tout cas très peu. Donc, dans toutes les couches des parties prenantes que je vous ai montrées au départ, il y a assez d'expérience pour vraiment comprendre ce qui se produit. Et donc, quand un nouveau traitement sort, vos moyens de gérer une maladie sort, et c'est là que c'est aussi intéressant. Ce n'est pas seulement les décideurs politiques qui deviennent intéressés, c'est en fait toutes les parties prenantes qui deviennent plus intéressées lorsqu'il y a quelque chose que l'on puisse faire. Et donc, la situation est vraiment commune. Il y a beaucoup de maladies qui n'ont pas de traitement, pas du tout, et même aucun en développement. Et donc, pour ces maladies, c'est pour ça qu'il y a des organisations au niveau européen, comme la vôtre. Donc, pour rassembler tous ces domaines de maladies, de pathologies et les amplifier. Je pense que quand on pense à Sjögren Europe, il faut voir comment on amplifie cette voix au niveau européen aussi de manière similaire comme d'autres organisations. Donc, en fait, c'est seulement collectivement que l'on peut le faire, pour être honnête. Merci beaucoup. Nous avons eu la même opinion pendant le conseil d'administration, mais je voulais entendre votre avis en tant qu'expert. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Oui, et en effet, c'était des bonnes questions. Je vais maintenant passer à la suite. Je vérifie juste, donc là où j'en suis, oui. Alors maintenant, passons aux décisions réglementaires. Ici, je vais vous faire passer en revue les étapes, étape par étape, justement. La première chose que je veux expliquer, parce que les gens peuvent être un peu confus, c'est la différence entre l'évaluation réglementaire et l'évaluation donc des ETS, c'est-à-dire des établissements d'évaluation de technologie de santé. Donc, on a des essais cliniques et les résultats des essais cliniques, les preuves cliniques sont envoyées aux organismes de contrôle réglementaire. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment juste de se concentrer sur le nouveau médicament et de poser ces questions. Est-ce que cette preuve clinique montre que pour ce nouveau médicament, les bénéfices sont donc bien supérieurs à tout dommage possible? Et donc, ce qu'ils essayent de faire, les régulateurs, c'est d'isoler le nouveau médicament avec des preuves, voir
ce qui est causé par le nouveau médicament, quels sont les bénéfices qui viennent de ce nouveau médicament. Donc, il veut vraiment cocher ici une petite rubrique et dire oui, en effet, ce sont les effets de ce médicament. Mais ensuite, vous avez l'étape suivante qui est donc l'évaluation des technologies de santé ou des payeurs. Et là, eux, ils ont des questions fondamentalement différentes. Ils se concentrent sur la différence entre la nouvelle thérapie et ce qui existe déjà dans le système de santé. Donc, c'est toujours ici une comparaison de la nouvelle thérapie par rapport à autre chose, alors que les organismes de réglementation ne comparent pas forcément. Souvent, ils isolent. Donc, les ETS et HTA en anglais posent des questions fondamentalement différentes. Ils disent est-ce que la preuve montre que la thérapie amène des bénéfices supplémentaires par rapport au traitement et aux méthodes actuelles? Et est-ce que ces bénéfices sont assez importants, assez suffisants pour justifier l'investissement? Voilà, je voulais juste expliquer cela car parfois les personnes sont un petit peu perdues entre ces deux éléments. À la fois, donc les régulateurs et les payeurs ou les ETS cherchent de plus en plus à avoir des perspectives des communautés de patients. Parfois, c'est de manière indépendante. Donc, ils vont essayer donc séparément de l'industrie et d'autres parties prenantes de contacter les patients. Donc, on a une évaluation bientôt. Ils disent, est-ce que vous voulez être impliqué? Et pourquoi ils le font? Eh bien, c'est parce qu'ils veulent améliorer la qualité de leur prise de décision en comprenant les besoins, les expériences et les préférences des patients. Alors, je ne vais pas passer en revue cette diapo en détail. C'est juste pour vous dire que c'est de l'Agence européenne du médicament, donc le régulateur européen. C'est juste pour vous montrer que pour tous leurs comités principaux où ils prennent des décisions, il y a des implications de patients. Et tous les documents qu'ils publient pour le public, eh bien, cela implique aussi des patients. Donc, presque à tous les niveaux au sein de l'Agence européenne de médicaments, il y a une forme d'implication de patients. Ce n'est pas la même pour chaque comité, mais ils essayent vraiment de trouver des voies pour impliquer les patients. En plus de cela, il y a aussi le moment où un médicament en particulier est évalué. Dans ce cas-là, ils vont inviter des défenseurs de patients et des patients à venir et à témoigner ou à répondre à des questions. Je voulais juste me concentrer sur la FDA pour un instant, parce qu'il faut quelque chose de similaire, mais un petit peu différent. Un petit peu différent. Attention. Alors, nous voyons qu'ils veulent comprendre l'impact de la maladie et du traitement sur les patients, mais en posant les questions suivantes. Quels sont les signes et les symptômes de la maladie? Qu'est-ce qui est le plus encombrant dans les symptômes de la maladie? Quelle est la charge au point de vue quotidien de cette maladie? Qu'est-ce qui est le plus dur pour la gestion de la maladie? Quelle est la charge en termes de participation dans les études cliniques? Cela aussi, ça les intéresse à la FDA, mais aussi quel est l'impact du syndrome de Sjögren sur les activités quotidiennes et quel est l'impact du traitement sur les activités quotidiennes. Donc, vous pouvez voir à partir de cette question que la FDA américaine donc essaye vraiment de comprendre le contexte des patients et leur expérience de la maladie et des traitements et des impacts que cela implique justement au quotidien. Donc, les conseils principaux pour interagir avec les régulateurs sont les suivants. Il y en a un qui est très simple, mais d'abord, faites-les savoir que vous existez. Cela semble évident, mais moi, je parle à des régulateurs, d'autres organismes de contrôle, et souvent, pour eux, c'est difficile de trouver, d'identifier les groupes de défenseurs de patients qu'ils doivent impliquer dans le processus. Vous pensez que c'est facile pour eux, mais en fait, ils trouvent que c'est compliqué. Donc, il faut dire que si tout est basé sur
être invité, eh bien, je recommande qu'en dehors de l'évaluation d'un médicament pour le syndrome de Sjögren, vous envoyez un email. Vous pouvez regarder sur leur site web et regarder engagement patient et vous aurez une page de contact très souvent et faites-leur savoir que vous existez, votre organisation, sa circonscription, sa zone géographique et indiquer que donc vous avez le désir de faire partie de discussions à venir et que vous pouvez aussi amener des preuves et des perspectives des patients. Et lorsqu'il y a une évaluation qui va arriver, envoyez-leur un rappel disant: je vous ai contacté l'année dernière, je vous ai donné mes coordonnées, je sais que vous allez réviser des médicaments dans ce domaine, je voulais juste vous rappeler que je suis là. Mais ne prenez pas ça personnellement si vous n'êtes pas invité. Dans ces réunions, il y a seulement une ou deux personnes patientes qui sont invitées. Donc, il ne peut pas y avoir énormément de personnes. Donc, ne prenez pas ça mal personnellement s'ils disent non, merci, mais ce ne sera pas maintenant. Autre chose, c'est que si vous rencontrez des organismes de contrôle, amenez les faits, les chiffres et les perspectives de vos communautés. Souvent, vous n'avez que quelques minutes pour présenter, 2 minutes, maximum 5, pas plus. Et donc, il faut vraiment être très concentré sur la perspective patient, pas sur les preuves cliniques. Ce sont d'autres parties prenantes qui parlent des preuves cliniques. Vous parlez de la perspective patient. Donc, concentrez-vous sur toutes ces questions. La charge de la maladie, comment on n'aborde pas ce sujet à l'heure actuelle, l'impact sur la vie quotidienne. Soyez très spécifique, particulier sur ces impacts. Les symptômes qui sont le plus difficiles à vivre, les défis avec les traitements actuels de la maladie et sa prise en charge et les domaines clés qui ne sont pas couverts par les médicaments actuels. Et prouver tout cela, c'est vraiment un conseil très simple aussi, pratiquer devant le miroir plusieurs fois ou avec un ami pour que vos idées soient de plus en plus détaillées et directes. Et choisissez un ami ou une amie qui ne connaît rien du système de santé et rien de la maladie, car ils vont vous poser ainsi des questions disant: je ne comprends pas ça, est-ce que vous pouvez expliquer ceci, cela de meilleure manière? Je voulais vous donner aussi quelques exemples de ce que je viens de vous dire. L'AEM invite des patients dans les dialogues et les réunions qu'ils ont avec l'industrie. Et donc, quand les industries pharmaceutiques développent un médicament, ils vont aller voir l'Agence européenne du médicament très tôt, disant: pouvez-vous nous donner des conseils avant que nous désignions donc, ou concevons notre essai clinique. Donc avant, il y avait une conversation entre les régulateurs, et c'est-à-dire l'AEM et les entreprises. Mais maintenant, presque toujours, ils invitent un ou une patient ou un expert patient ou un défenseur patient pour faire partie de ces réunions. Et voici une étude récente où ils ont demandé à une équipe qui a organisé ces réunions, donc où est-ce que vous pensez que les patients pourront répondre à des questions spécifiques? Et ce qui est très bien avec ce graphique que vous voyez ici, c'est que pour tous les points de l'étude clinique, le patient pouvait faire des commentaires et rajouter de la valeur réelle supplémentaire. Et quels sont les patients qui feront partie de l'étude clinique? Quels patients seront exclus de l'essai clinique? Et demandez-vous, est-ce qu'on est en train de mesurer ce qu'il faut dans cet essai clinique? Parce que souvent, les gens disent, eh bien, les patients nous ont donné vraiment un bon retour. Et tenter de voir quels sont les standards et à quoi on compare ce médicament. Et là, cette diapo vous montre que dans ce cas-là, nous sommes allés même plus loin et on a demandé au-delà de l'essai clinique, quoi d'autre les patients ont-ils apporté? Et là, nous avons vu une perspective différente. Et c'est très important, par exemple, ce dernier cercle sur la diapo. euh, les patients ont été capables de soulever des questions qui n'avaient pas été considérées au préalable. Et vous verrez que 14% peut paraître
un pourcentage petit, mais vous verrez que une fois sur 10, les patients ouvraient les yeux par rapport à des questions que personne d'autre, qu'aucune autre partie n'avait soulevées. Et c'est vraiment un message très, très important, c'est-à-dire les patients, le fait qu'ils soient dans cette même salle avec les autres parties, eh bien les patients sont capables d'amener des sujets à la table de discussion que le régulateur n'avait pas considérés. Et ceci est issu également du même rapport de l'Agence européenne des médicaments. Nous avons vu que l'expérience quotidienne du fait de vivre avec une maladie et son traitement, ceci peut être seulement abordé par quelqu'un qui a une expérience de première ligne. Et nous voyons donc que les patients peuvent parler donc de la maladie, du traitement et des développements en fait. C'est-à-dire que l'Agence européenne du médicament nous dit voici, c'est important. Et autrement, on pourrait vraiment rater de l'information importante ou perdre de vue une information importante. Là, je m'arrête avant de passer à la section suivante. Et oui, je confirme, vous dites Coralie, c'est vrai. Euh, je vois votre message. Très bien. Et je vérifie en fait, Cathy, sur le webinaire. Est-ce que c'est possible que les participants s'expriment? Oui, seulement si nous assignons le rôle de panéliste. D'accord, alors Coralie, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous dire par le chat, est-ce que vous pouvez écrire quelques mots sur votre propre expérience, Coralie? Parce que c'est vraiment très bon pour le reste. Peut-être pour le chat, parce que ce sera peut-être compliqué de vous permettre de vous exprimer. Non, en fait, c'est très facile. Véronica, est-ce que vous pouvez donc permettre que Coralie s'exprime et prenne la parole? Je pense que c'est Rashmika qui devra le faire. Oui, oui, Coralie, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, je pense que ça marche maintenant. En fait, je vous entends mal. Je crois qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez deux dispositifs connectés à cette réunion, Coralie. Je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'on vous entend mal. Oui, apparemment, ce n'est pas le cas. Coralie nous dit. Coralie, peut-être vous pouvez éteindre votre haut-parleur pour un moment. Ça marche mieux maintenant. Oui, en effet. Alors, moi, je voulais tout simplement vous dire, Neil, à mon avis, l'Agence européenne du médicament prend les choses vraiment au sérieux par rapport aux patients. Moi, je suis donc défendeur de patients. Je suis impliquée dans des études cliniques, d'entreprises pharmacologiques et je ne veux pas être méchante, mais des fois, et ce n'est pas le cas pour Novartis, mais des fois, dans certaines réunions, eh bien, nous, en tant que défendeurs des patients, nous sommes là, nous avons l'impression d'être là comme un pot de fleurs. Et oui, on nous dit, oui, on implique nos patients, mais vous voyez, finalement, notre voix ou notre parole ne compte pas. Cependant, c'est vrai que de plus en plus d'institutions sont en train de considérer la voix des patients et non seulement pour inclure le nom d'un patient dans les fichiers, et je dirais que vraiment l'AEM est vraiment en train de prendre soin des patients. Là, si je peux vraiment vous parler de mon expérience très brièvement, moi j'étais très surprise parce que on m'a demandé de, enfin par rapport à, je crains,
voilà, je n'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit, mais c'était vraiment un sujet par rapport à Sjögren et j'ai reçu un énorme fichier avec beaucoup d'informations et juste en 2 ou 3 semaines, en fait, c'était vraiment un volume énorme à digérer, à comprendre et voilà, j'avais un contact spécifique, auquel je pouvais, accéder pour poser des questions spécifiques ou pour m'y adresser par email et j'ai pu réviser avec, le personnel scientifique de l'EMA et puis après cela, j'ai pu participer à une réunion avec les personnes qui posent les questions à l'Agence européenne des médicaments. Et en fait, c'est normalement par rapport à l'industrie pharmaceutique, c'est souvent aussi par rapport à des dispositifs. Et j'ai vraiment l'impression que nous sommes des partenaires réels. Nous sommes considérés comme des partenaires réels par rapport à cette agence. Et je dirais que, enfin, ça va être obligatoire pour tout le monde d'inclure les patients quand les procédures sont en cours. Alors voilà, je voulais tout simplement souligner que c'est vraiment quelque chose pour laquelle nous sommes pris en considération. Et là, si des représentants des patients veulent postuler, disons, pour être présents à ces réunions à l'EMA, eh bien, ils seront bien traités et bien considérés. Eh bien, c'est magnifique d'écouter ce témoignage, Coralie, et d'écouter que votre expérience, eh bien, d'après vous, non seulement on vous a fourni toute l'information dont vous aviez besoin, mais que vraiment aussi on a écouté votre retour, on vous a écouté et je pense que c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. Oui, et en plus, on considère les patients. On ne va pas vous appeler un mardi soir pour que vous alliez à la réunion mercredi. On va vous donner votre temps, etc. Je veux dire que c'est vraiment quelque chose de très, très bon pour nous, pour les patients au niveau européen. Eh bien, c'est fantastique. Je suis vraiment très contente d'entendre cela. Merci beaucoup, Coralie, d'avoir partagé. Et je vais maintenant euh, passer à autre chose parce que nous sommes contraints par le temps. Je vais maintenant explorer cette dernière section par rapport aux décisions de remboursement. Et voilà, on va parcourir donc ce sujet. Il s'agit là de travailler avec les payeurs et avec les organes d'évaluation de la technologie sanitaire. Et je vais commencer par là parce que je pense qu'il est important de commencer par établir un cadre. Pourquoi nous avons ces organes d'évaluation de la technologie sanitaire et quel est notre rôle en tant qu'organisation de patients? Alors, voilà, les élémentaires. Cette évaluation de la technologie sanitaire est différente dans chaque pays. Chaque pays agit de façon différente. Il y a différentes règles, différentes façons d'impliquer les patients. Mais finalement, tout le monde tente de faire la même chose. Tout le monde tente de construire de l'évidence par rapport à une nouvelle technologie. Ça peut être un médicament ou alors un dispositif ou alors une application. Normalement, il s'agit de médicaments. Et il s'agit de dire, voilà, qu'est-ce que cette évidence nous dit? Qu'y a-t-il de nouveau et qu'y a-t-il de meilleur dans cette nouvelle technologie, médicament, par rapport à ce qui existait par le passé? Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir répondre à la question, est-ce que cela vaut la peine d'utiliser cette nouvelle technologie ou médicament dans le système de la santé? Et si c'est le cas, comment en tirer le plus grand profit? Et quels seront les patients qui vont tirer bénéfice de cela? En d'autres termes, est-ce que ça vaut la peine d'investir sur cette nouvelle médecine ou sur ce nouveau traitement ou technologie? Et pourquoi avons-nous tout cela? Eh bien, je pense que cela paraît évident, mais euh, en d'autres termes, c'est impossible de payer pour absolument tout.
C'est-à-dire, nous avons des ressources limitées dans le système de la santé. Le système de la santé doit répondre aux besoins de toute la population, non pas d'un groupe ou d'un groupe de patients seulement, mais plutôt de toute la population. Alors, comment pouvons-nous décider qui obtient quoi? Eh bien, auparavant, on avait l'habitude d'accorder les ressources à ceux qui criaient plus fort, si vous voulez, ou à ceux qui avaient les meilleures connexions. C'est-à-dire que si on apparaissait à la une des journaux, eh bien, on obtenait ce que l'on voulait. Mais cela n'est pas toujours juste. Alors voilà, l'HTA, l'évaluation de la technologie sanitaire, nous permet de revoir l'évidence et d'établir un jugement par rapport à où investir, sur quelle technologie investir. Là, je vais également me référer à quelque chose qui mène des fois à des malentendus par rapport à l'évaluation technologique de la santé. Voici la définition officielle. Et l'évaluation de la technologie sanitaire est un processus multidisciplinaire, c'est-à-dire ce n'est pas seulement un concept économique pour cracher des chiffres, cela inclut des disciplines médicales, de la recherche, et puis le fait que la firme qui détient ce médicament, eh bien, elle tient compte des patients et des citoyens. Donc, c'est-à-dire, il s'agit de représenter la population qui utilise le système de santé. Et autre chose que je veux souligner, c'est que le but est d'informer les preneurs de décision. Il y a peu d'agences de technologie sanitaire qui prennent des décisions elles-mêmes. Là, il y a toujours des confusions. Et la plupart de ces organes, de ces agences, elles émettent des recommandations pour les preneurs de décision, normalement les ministères de la Santé, qui vont décider de suivre ou non les recommandations. Parce que très souvent, ces agences de technologie sanitaire vont recommander une chose et puis ensuite le décideur va décider autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à penser que les organes d'évaluation de la technologie sanitaire euh, font seulement des processus techniques et c'est vrai, c'est un processus technique, mais la plupart du temps, c'est un processus pour libérer, c'est-à-dire que finalement, toutes les parties prenantes ont des points de vue, vont émettre des jugements par rapport à cette évidence et c'est en prenant l'ensemble de tous ces jugements que l'on peut émettre des recommandations. C'est-à-dire, il y a différentes personnes, différents points de vue, des débats par rapport à des questions différentes. Et c'est ce que l'Agence d'évaluation de la technologie sanitaire gère. Mais finalement, c'est aux politiciens, aux décideurs de décider. Et c'est eux qui vont suivre ou non ces recommandations. En fait, les organes d'évaluation de la technologie sanitaire, comme nous l'avons dit, n'ont pas le pouvoir de changer. C'est les décideurs. Les organes ont des règles à suivre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer leur façon de travailler. C'est-à-dire que l'évaluation de la technologie sanitaire va fournir de l'évidence, va fournir des apports pour prendre des décisions informées. Et c'est vraiment les preneurs de décision qui vont décider les ressources disponibles pour le système de santé, les priorités pour la dépense sanitaire, hein. Et c'est toujours cela que les décideurs politiques tentent de changer. Ils vont également déterminer, en fait, combien de ressources les organes de technologie sanitaire ont. Et en fait, c'est aussi au personnel de ces organes de pouvoir gérer ces ressources. Et bien sûr, s'il n'y a pas de ressources et il n'y a pas de personnel, c'est très difficile d'arriver à un bon engagement de ces organes. Je vais vous donner un exemple. Au début des années 2010, la plupart des médicaments pour le cancer révisés par les guides NICE en Royaume-Uni n'avaient pas suffisamment de valeur pour recommander le remboursement. Ce qui veut dire que de nombreuses personnes en Angleterre n'avaient pas le même accès aux médicaments que des patients similaires en France ou en Allemagne.
Et c'était un problème parce que, voilà, c'est là où l'organe d'évaluation de la technologie sanitaire disait: «Nous ne recommandons pas ce médicament» et ainsi de suite. Alors, il y avait 2 options. On pouvait revenir au processus d'évaluation et dire, voilà, vous devez changer votre processus pour établir des recommandations positives par rapport aux médicaments sur le cancer, ou alors choisir une autre option, c'est-à-dire faire un processus tout à fait différent avec des ressources différentes pour financer les médicaments pour le cancer. Et c'est ceci qui a été fait. Et c'est là un exemple où l'organe d'évaluation de la technologie sanitaire a dit non. Or, les preneurs de décision ont dit, nous n'acceptons pas votre recommandation. Par conséquent, nous allons créer tout un nouveau processus pour que les patients aient accès à ces médicaments. Alors, c'était absolument cher, c'était vraiment un prix faramineux, mais c'était beaucoup plus facile de concevoir un nouveau processus que de rétablir le processus précédent. Alors là, eh bien, il a fallu changer le système à ce niveau politique, hein. Il fallait pas changer le HTA, le système d'évaluation, c'était plutôt créer un nouveau processus. Et voilà. C'est à ce moment-là que on a pu identifier les partenaires au sein des organisations, des différentes communautés pour collaborer sur des changements spécifiques sur comment le système sanitaire fonctionne dans un pays déterminé. Et voilà, il faut pas faire cela tout seul. Et il y a un grand groupe qui comprend les docteurs, les patients, afin de pouvoir accéder aux décideurs politiques pour que l'on puisse initier cette conversation, cette discussion. C'est vraiment une longue trajectoire, mais c'est ainsi. Et puis, voilà, ensuite on peut continuer le dialogue et ça peut demander des années pour changer, mais vraiment il faut toujours commencer par tenter de comprendre le système, asseoir les gens autour de la table pour tenter de trouver une solution et démarrer cette discussion. Maintenant, je voulais tout simplement partager avec vous certaines diapos et vous raconter pourquoi ces organes impliquent les patients et comment cela se passe. Eh bien, au début, la plupart des organes d'évaluation de la technologie sanitaire ont été établis au début des années 2000 et la plupart tentaient d'agir sans impliquer les patients. Et voilà, il se disait, voilà, nous, on va obtenir l'évidence par rapport, qui est fournie par une entreprise, nous connaissons les cliniciens, les décideurs, les politiques, et voilà, on considère l'évidence et à partir de cela, on tire une décision, enfin, on prend une décision ou on émet une recommandation. C'est-à-dire l'industrie fournit l'évidence, les cliniciens vont nous dire ce que ce médicament va apporter et les économistes vont faire des calculs. Et en considérant ces différents points, nous, en tant qu'organe d'évaluation, eh bien, on va recommander le remboursement ou non de de ce médicament. Cependant, ça s'est mal passé. Ça se passe mal en fait parce que quand on a un nouveau traitement, on a une évidence limitée. On a l'évidence de l'essai clinique et on n'a pas grand-chose d'autre que cela. Et puis les cliniciens fournissent seulement une partie de l'histoire par rapport aux essais cliniques. C'est-à-dire que les questions clés sur lesquelles les organes d'évaluation ont des problèmes, c'est quel est le résultat de ce médicament ou de cet essai clinique pour les patients? Et est-ce que tout cela est valable pour tous les patients? Et les essais cliniques, en fait, vont seulement durer une période limitée, 6 mois, un an, etc. C'est-à-dire que on n'a pas finalement d'évidence sur en fait, sur comment le traitement va fonctionner au fil du temps. Et puis,
on ne sait pas si finalement ce traitement va avoir un impact sur la qualité de vie du patient. C'est-à-dire, il y a des standards pour mesurer au cours de l'essai clinique, mais c'est difficile d'établir quel est le changement que permet ce traitement par rapport à la qualité de vie du patient. C'est-à-dire, il n'y a pas les outils nécessaires pour couvrir toutes les questions soulevées par les patients. Par conséquent, les mesures sur la qualité de vie loupe vraiment des aspects sur les patients et les données viennent à manquer. Et puis c'est vrai aussi que souvent les patients ne remplissent pas tous les formulaires au cours de l'essai clinique. Et puis il y a aussi le problème que les essais cliniques ne comparent souvent pas le nouveau traitement avec ce qui est disponible. Et des fois, ces traitements sont seulement disponibles dans un certain système sanitaire, c'est-à-dire que l'évidence vient à manquer pour comparer toutes les alternatives et ceci pose des problèmes. Alors, tous ces problèmes, on les appelle des incertitudes. Donc, par exemple, on a vu les résultats cliniques qui ont l'air très bien, c'est ce que ça veut dire, mais on n'est pas certain que dans le monde réel, avec des patients réels qui ne sont pas dans un groupe contrôlé de clinique ou d'essais cliniques, on aura les mêmes effets. Et donc, c'est ça que cela veut dire. On n'est pas certain que les données cliniques seront répétées dans le monde réel. Et donc, ils n'ont pas assez d'informations. Donc, il y a des questions du genre, très bien, vous avez mesuré beaucoup de choses dans votre essai clinique, mais qu'est-ce que cela veut dire en termes de bénéfices pour les patients? Pas seulement les mesures, mais tout ce que vous avez mesuré, ce qui est le plus important de tout ça? Et donc, quels sont les résultats qui sont importants pour les patients? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour des sous-populations de patients? D'autres patients, par exemple, qui auraient vraiment besoin d'une nouvelle thérapie, par exemple? Et parfois, vous avez des maladies qui ont donc des scores et vous changez les scores. Par exemple, un score par exemple d'éruption cutanée ou un autre score de telle ou telle autre chose. Et qu'est-ce que cela veut dire, ces notes pour les patients? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire si ces notes changent? Et donc, et quel est le changement dans la pratique clinique et comment cela impacte les patients? Si par exemple, on a un nouveau traitement, cela peut changer la manière dont cette maladie sera prise en charge à l'avenir. Peut-être que le patient ne va pas aller à autant de rendez-vous ou plus de rendez-vous. Quel est donc l'impact sur les patients en parlant de la manière dont nous traitons les patients? Et qui va bénéficier le plus de la technologie de santé? Et en fait, ils veulent comprendre au final quelle est la valeur réelle de ce traitement. Ce sont les patients qui sont le chaînon manquant dans ces délibérations, car vous pouvez expliquer l'impact du syndrome de Sjögren sur la vie quotidienne. Vous pouvez traduire ce qui a été mesuré dans un essai clinique vers des impacts significatifs, spécifiques des patients et ce qu'ils expérimentent donc tous les jours. Vous pouvez souligner l'impact positif que les changements de ces notes et de ces mesures sur les maladies ont eu comme impact sur la vie des patients. Vous pouvez être très clair, très spécifique sur comment les besoins des patients avec ce syndrome ne sont pas couverts par les traitements actuels et les soins actuels. Vous voyez que sur cette diapo, j'ai souligné 3 fois le mot spécifique. S'il y a une chose que je voudrais vraiment vous faire passer aujourd'hui comme message et je peux pas le dire, assez, c'est vraiment d'être spécifique dans votre retour par rapport, à toutes les parties prenantes. Donc d'écrire en détail, ce que les personnes peuvent faire et ne peuvent pas faire. Quel est l'impact du traitement actuel disponible et quel est l'impact, qui manque, donc par exemple qui n'aide pas pour telle ou telle chose. Vous pouvez faire ça par des entretiens, par des témoignages, par des questionnaires, mais soyez aussi précis, c'est-à-dire spécifique ou précis que possible pour qu'ils comprennent vraiment ce que cela signifie de vivre avec telle maladie. Donc ici, on voit que les patients sont impliqués, de différentes manières. Je vais, accélérer car je viens de voir, que, le temps tourne, mais voilà, donc heu, les objectifs, centraux pour les ETS. Il s'agit ici pour eux de protéger tout le monde. Les systèmes de santé cherchent à protéger tout le monde et donc,
on pense que les systèmes de santé achètent des médicaments, mais en fait, non, ils achètent des résultats sanitaires. Et donc, c'est la force de la preuve que les résultats de santé promis seront donc réalisés. Et c'est ce qui les fait prendre des décisions. Les gens disent, notre maladie est spéciale, mais c'est vrai, toutes les maladies sont différentes, spéciales, mais la raison pour laquelle nous avons une approche standardisée dans les ETS, dans les pays, c'est pour que les citoyens peuvent voir que le même processus est appliqué pour tout le monde, quelle que soit la maladie, et qu'il n'y a pas de lobbying injuste qui changerait les règles de manière injuste pour certaines personnes. Il faut qu'il y ait une égalité. Et l'objectif ultime de l'implication des patients, c'est d'améliorer la qualité des décisions des ETS ou des recommandations des ETS. Donc, ce n'est pas du lobbying, des campagnes, c'est montrer que lorsqu'ils réfléchissent à toutes les preuves, que les preuves des patients soient au cœur de toutes leurs décisions prises. Ensuite, toute une série de méthodes utilisées, eh bien, ça peut être des discussions informelles, mais aussi aller vers des processus très détaillés où il y a des patients qui sont engagés à toutes les étapes, les ETS. Et donc, ici, je vous ai écrit un moyen commun à peu près que cela, dont cela survient dans les HTA, les ETS, donc notamment si c'est une maladie qui n'a pas été investiguée pendant longtemps ou jamais investiguée, eh bien, ce genre d'organisme va dire, va avoir un atelier, une discussion pour comprendre votre point de vue avant que nous commencions. Ensuite, l'entreprise qui va produire le médicament va fournir des preuves, mais il y a aussi tout un processus, souvent pour les groupes de patients et défenseurs de patients, qui puissent soumettre leurs propres preuves. Ensuite, il y a des réunions, des consultations en aller-retour entre toutes les différentes parties prenantes. Donc, vous avez l'opportunité, dans certains cas, que si vous n'avez pas été compris, par exemple, dans une consultation, ici, au milieu, vous pouvez dire: «Non, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dans votre premier rapport. Je crois qu'il faut que ça change» et on peut vous donner des preuves du pourquoi. Ensuite, vous avez des comités finaux et ensuite donc les recommandations ou les décisions sont prises. C'est un processus assez compliqué. La plupart des ETS ont tous ces éléments, certains des ETS seulement quelques éléments. Et je suis malheureusement obligée de dire que certains ETS n'impliquent pas les patients. Malheureusement, c'est encore le cas. Mais donc, s'il n'y a pas d'implication de patients dans votre pays, je vous recommande d'utiliser des exemples d'autres pays. Il y a beaucoup déjà de faits et de preuves qui montrent l'implication des patients et sa valeur. Et je pense que, en tout cas, je me demande si vous pouviez euh, mettre le lien dans le chat du groupe d'implication des patients, car le travail que l'on mène c'est vraiment d'essayer de travailler avec les organismes ETS pour vraiment partager cette valeur de l'application de patient. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire dans votre pays, s'il n'y a pas cette application patient, essayez de comprendre le système, qui le contrôle, qui s'assoit dans les comités et qui donne des retours. Par exemple, un petit truc à faire à court terme, si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont invitées à ces réunions, mais que vous n'êtes pas invité, eh bien, aller rencontrer, par exemple, ce chercheur, ce clinicien, cette clinicienne pour dire: nous ne sommes pas invités à la réunion, mais voici nos preuves. Est-ce que vous pouvez les amener à la réunion?» Donc, ne vous arrêtez pas un non. Mais à long terme, je crois qu'il faut aussi rejoindre d'autres domaines médicaux. Là, je pourrais avoir plus de perspectives incluses dans le processus. Ensuite, quelques conseils. Il faut comprendre la liste des questions ici pour comprendre les questions justement qu'ils recherchent. Donc, la condition, comment cela affecte la journée au quotidien, est-ce que les médicaments sont disponibles pour les patients? Selon vous, en tant que groupe de patients, est-ce que vous attendez à ce que ce nouveau médicament améliore la qualité de vie des patients, leurs soins? Quel est l'impact sur les familles et sur les donneurs de soins? Quels sont les désavantages du nouveau médicament? Question numéro 6, c'est aussi une question importante. Et aussi, conseil pour répondre à ces questions.
Encore une fois, il faut vraiment être extrêmement concentré sur la perspective patient. Ne répétez pas l'épreuve des essais cliniques. Il y a d'autres personnes qui feront ce travail. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup de mots si vous l'écrivez, vous n'avez pas beaucoup de temps pour le présenter si vous êtes dans une salle. Donc, il faut que tout soit vraiment concentré sur l'impact patient et leur expérience patient. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, vous voulez parler des impacts à long terme au quotidien de ce que vivent donc les patients à propos de la maladie et du traitement. Donc, je n'aime pas dire cela, mais l'émotion pure seule ne fonctionne pas. Alors, vous pensez à cet organisme d'évaluation de médicaments. Vous voyez qu'il y a beaucoup de médicaments et de maladies qui doivent être évalués chaque jour. Et donc, ils entendent des émotions de tous les groupes de patients. C'est bien de parler de l'émotion, mais il faut lier cet impact émotionnel à des choses fonctionnelles spécifiques, particulières. Par exemple, si vous vouliez dire bien, les patients du syndrome de Sjögren souffrent d'anxiété, de dépression, et cela veut dire que, eh bien, les personnes vraiment très anxieuses n'arrivent pas à bien gérer d'autres aspects de leur vie, par exemple, de s'occuper de leurs parents âgés, etc. Donc, il faut lier l'émotion à un autre impact. Deuxième chose, que j'aimerais dire, c'est utiliser autant de preuves que vous pouvez, donc des enquêtes, questionnaires, des entretiens, et donc vraiment étayer tous les points, les arguments que vous avancez. Si vous pensez qu'il y a des patients en particulier, des sous-groupes de patients qui obtiendront un impact en particulier, ça peut être par exemple des personnes dans les zones rurales qui ont un problème pour avoir accès aux soins, et donc il faut penser comment ce traitement pourrait aider les personnes dans les zones rurales, par exemple. Et autre conseil important, c'est regarder tout ce qui a été publié dans d'autres ETS, dans d'autres organismes d'évaluation des produits de santé. Et ce que vous voyez, c'est que souvent, il y a une séquence de révision des ETS. Ça ne va pas tout survenir d'un seul pays ou dans tous les pays en même temps. Donc, il faut regarder quelles sont les perspectives des groupes de patients en Angleterre, par exemple, ou au Canada, ou quelles ont été les perspectives patients en France. Et là, vous commencez à avoir une idée de comment les communautés de patients dans chaque pays ont répondu à ces enjeux. Maintenant, souvenez-vous, et c'est très important, même si vous voulez avoir accès à une nouvelle thérapie, il n'est pas de votre ressort de sécuriser cet accès. Et je le dis parce que, de par le passé, j'ai vu des patients, des représentants de patients qui vont dans ces réunions avec sur leurs épaules tout le poids de la communauté de patients. Et s'ils n'y arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ils pensent qu'ils ont tout raté. J'ai vraiment vu des personnes avoir des crises nerveuses ou avoir quitté ce travail de plaidoyer de patients parce qu'ils pensent qu'ils ont mal fait les choses. Mais en fait, c'est un processus multipartite, multiniveau, et donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vous refuser quelque chose, et ces raisons sont hors de votre contrôle. Et donc, si vous obtenez un oui à court terme, eh bien, il y a différents mécanismes en cours. Je ne vais pas vous montrer cette étude parce que je comprends ici que nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Mais pour résumer, lorsque vous pensez à tout ce que j'ai essayé de couvrir ici, c'est lorsque l'on pense à des décideurs et décideuses politiques, il faut être très réaliste. Il faut commencer par cette première étape qui on connaît, et à partir de là, aller ailleurs. Vous vous souvenez de la pyramide que je vous ai montrée auparavant? Il faut d'abord commencer par là où on connaît du monde. Donc, les régulateurs, les décideurs politiques, les professionnels ETS, ce sont des êtres humains aussi. Donc, construire de la confiance et de relations avec eux, c'est tout à fait pareil que avec vos amis. Il faut commencer petit, avec de plus en plus de conversations, et ensuite cela se construit. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Cathy, vous ne m'entendez pas? Non. Oui. Alors, je suis désolée, j'ai utilisé tout le temps.
Non, merci beaucoup, Neil, de votre présentation très informate et très intéressante. Et on a compris donc beaucoup de points difficiles, ce qui concerne donc le plaidoyer des patients, les évaluations des produits de santé, les technologies de santé. Donc, c'est une très bonne étape pour nous, toutes les organisations, de comprendre comment faire le premier pas. C'est très important. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voudrais parler de 2, 3 résultats de conclusion. Donc, merci à tous les amis qui nous ont rejoints et qui ont contribué à ces remarques. Alors, et corrigez-moi si vous voulez. Donc, d'abord, nous devons, donc, pour résumer, utiliser toutes les opportunités que nous avons, nos événements, les réunions, pour montrer que l'on existe et parler de nos problèmes. Ensuite, essayer de contacter les parties prenantes pour dire que l'on est là, être présent à tous les moments. Ensuite, de plus en plus d'organisations incluent donc les patients, donc il faut être aussi particulier, spécifique, précis que possible lorsque l'on communique avec les ETS. Il faut se concentrer sur l'impact patient, les expériences patients, les impacts psychosociaux sont très importants aussi. Je crois que ces 6 points sont pour moi les plus importants, mais sentez-vous libre de corriger ou de rajouter d'autres points de conclusion que vous voudriez justement ajouter à mes conclusions, car c'est vous l'expert. Et vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je voudrais juste dire rapidement que que la dernière section Heu, avait beaucoup de contenu, donc si besoin, nous voulons bien rester quelques minutes de plus si les participants avaient des questions, car nous avons l'attention de Neil. Donc si vous avez des questions, faites-le nous savoir, c'est un nouveau sujet et ce serait dommage de conclure et de partir s'il y avait des questions non répondues. Donc on peut prendre quelques minutes. Oui, c'est d'accord pour moi et désolé de ce retard. Oui, moi, je veux bien aussi rester en ligne et répondre à vos questions. Je crois qu'il y a un bouton questions-réponses que vous pouvez utiliser ou alors écrire vos questions dans le chat. Je sais que cela fait beaucoup de choses d'un coup à comprendre, mais donc si vous avez une question précise. Je voudrais dire d'ailleurs, Cathy, que votre résumé était vraiment idéal. Lorsque je parle aux organismes des ETS et que je leur dis qu'est-ce qui pourrait être amélioré, ils me disent c'est inviter les patients à être dans le processus. Ça va, mais c'est vraiment, surtout ce qui est plus difficile, c'est que les groupes de patients se concentrent sur la perspective patient, c'est et seulement. C'est ce qui est le plus difficile. Donc souvent, il y a une répétition des données cliniques et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est rappeler aux organisations de patients de se concentrer sur les patients, que d'autres personnes feront le reste. Je vois qu'il y a Coralie qui a levé la main. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Il est important justement de dire ce que vous dites, Nid, et aussi il est important pour nous, les patients, d'être formés, comme l'a dit Rashmika, elle inclut des liens très intéressants. Euh, on ne peut pas juste y aller avec que de bonnes intentions. On peut pas aller voir donc des régulateurs sans un minimum de capacité et d'information. C'est extrêmement important. Je voulais juste rajouter ce fait, car encore une fois, votre présentation était extrêmement passionnante, intéressante. Merci Neil. Mais il faut que nous soyons formés
justement, pour les mêmes raisons que vous avez développées, nous devons être formés à argumenter, à présenter des études, à présenter des faits concrets et la formation, selon moi, c'est essentiel. Oui, c'est un point extrêmement important, Coralie. En fait, à HTAI, on fait le plaidoyer de formation pour tout le monde d'ailleurs, car c'est vrai, donc il faut pouvoir avoir de la confiance quand on va dans ces réunions, pour pouvoir déposer ses arguments et savoir aussi quelles sont les données qu'il faut amener. Et bien sûr, cela exige de la formation et de l'expérience, ça se fait au fil du temps, mais aussi nous sommes en faveur pour que les organismes régulateurs et ETS se forment aussi de leur côté. Donc, moi, je me rebelle contre l'idée que parfois, on l'entend d'autres parties prenantes: «Oh, les patients, ils ont besoin de construire leur capacité, très bien, OK, ça c'est vrai, mais on a aussi besoin d'augmenter les capacités des autres parties prenantes, pour qu'ils écoutent mieux les patients, qu'ils comprennent comment travailler avec la communauté de patients, qu'ils comprennent quel genre de questions fonctionneraient mieux pour obtenir des informations, de la part des patients. Donc c'est des 2 côtés. Les liens, qui ont été partagés par Rashmika dans, le chat, je dirais que c'est ça. C'est un peu donc par exemple, la Open Classroom, c'est vraiment très intéressant de regarder, cela, voir quels sont les contenus. Il y a beaucoup de bases, mais aussi des détails. Vous pouvez choisir votre niveau et aussi, le PFMD, c'est aussi une bonne ressource. Vous pouvez la, regarder, l'examiner. C'est basé sur la collaboration industrie-groupe de patients. Mais maintenant, il y a un petit peu plus de travail sur le travail avec justement avec les régulateurs et les ETS. Merci. Neil, je suis tout à fait d'accord avec cette importance de la formation, qui soit inclus dans la conversation. J'encouragerais aussi chaque personne à ne pas se dire: «Ah, je n'ai pas assez de formation, je n'ai pas assez d'expertise pour fournir des perspectives de passion». En fait, il ne faut pas se laisser abattre avec ses idées. Il y a plein d'autres moyens d'être engagé et parfois on peut vous consulter parce qu'on peut comprendre, on veut comprendre la prise en charge de la maladie et bien sûr, plus que tout autre, être déjà des experts dans ce domaine et vous pouvez parler de votre expérience, bien sûr, en suivant les orientations de Neil, mais formez-vous vous-même, soyez pratiquez, soyez, c'est vrai, articulés et cetera, mais sachez aussi que, heu, l'information qu'il recherche, vous l'avez vous-même de votre propre expérience. Oui, je suis tout à fait d'accord, Véronica. Je le disais juste parce que ça peut être très intimidant d'être dans ce genre de réunion avec des experts, des scientifiques, des docteurs, des cliniciens, cliniciennes et cetera et comme je l'ai dit auparavant, ils ne sont pas vraiment très aimables ou très ouverts en termes de patients. Patients friendly, comme dit, la personne et donc si vous comprenez un peu la manière dont ils réfléchissent, dont ils pensent, parlent, comme l'a dit Neil auparavant, si on ne sait pas ça, on peut être découragé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, il faut avoir différentes casquettes en tant que représentant de patient. Parfois, c'est votre vue personnelle qui va être, valable, mais parfois, il faut représenter toute la communauté de patients et oublier votre cas personnel et c'était donc un peu ce que je voulais dire. Désolée, c'est tard, je m'exprime moins bien, mais la formation et être prêt à faire face à tous ces cas, c'est important pour moi. Mais bien sûr,
ce qu'ils vont rechercher de nous, c'est notre avis, notre opinion, notre expérience, la charge de la maladie. Mais parfois, comme l'a dit Ni, ça peut être décourageant d'être devant ces régulateurs et ces décideurs politiques, car nous pensons que nous ne sommes pas légitimes, car nous sommes seulement des patients, nous ne sommes pas des cliniciens, des économistes ou des statisticiens ou statisticiennes. Oui, c'est vrai, Neil, vous avez raison de dire qu'il faut avoir confiance et être confiant en nos valeurs. Oui, ça commence avec ce premier essai, ce que je dirais. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Véronica, votre rôle dans la plupart de ces interactions, c'est d'amener la perspective patient. Vous le savez, vous parlez aux patients tout le temps, vous êtes les patients, donc vous connaissez cette information. Mais parfois, ce que j'entends des groupes de patients, ils se disent qu'ils ne veulent pas être impliqués parce qu'ils pensent qu'ils doivent être scientifiques, économistes ou faire semblant d'être ou ressembler à un économiste ou un scientifique, mais ce n'est pas le sujet ici. Il s'agit en fait de rendre vivant la perspective client. Désolée, Cathy, je vois votre main levée. Très bien. Je voudrais commenter quelque chose. Nous devons faire face aux problèmes patients. Quand on parle aux autres parties prenantes, nous devons savoir ce que nous savons. Si nous y allons en pensant que nous sommes des experts, nous ne sommes pas experts. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire chez Schrödinger Europe, mais pas seulement. C'est d'essayer d'apprendre, d'éduquer nos membres pour savoir ce qu'ils savent. Si nous savons ce que nous savons, alors là, on peut avoir une très bonne conversation avec nos parties prenantes, en tout cas les personnes autour de la même table. Et donc, c'est l'objectif de ce genre de séminaire. Ouais. Nous devons vraiment faire que nos membres au niveau local doivent apprendre. Ils doivent commencer pas être experts économistes ou cliniciens, cliniciennes, mais ils doivent être experts patients. Et c'est le problème principal à l'heure actuelle. C'est un peu le goulot d'étranglement. Et c'est la réalité. Neil, encore une fois, merci beaucoup pour cette conversation, ce webinaire rempli d'informations et très intéressant. Mon plaisir, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Donc, s'il y a des personnes qui veulent envoyer des questions, eh bien, faites-le-moi savoir. Vous avez mon adresse email, Cathy. Donc, vous pouvez me renvoyer des questions et si je peux y répondre, je le ferai. Merci beaucoup. Avant de terminer, s'il vous plaît, veuillez cliquer sur ce code QR, le scanner et remplir le questionnaire. C'est très important pour nous. Il y a seulement 3 questions, donc soyez gentils. Vous pouvez donc scanner. Vous avez aussi le lien dans le chat et vous remplissez le questionnaire. C'est important pour nos autres webinaires et nos autres activités et actions. Et merci beaucoup en avance de répondre à ce questionnaire. Merci. Merci à toutes et à tous. Donc, Véronica, vous déciderez du temps qu'il faut pour remplir le questionnaire. Je pense que on peut faire juste quelques remarques de conclusion pendant que les personnes répondent au questionnaire. Il est très court. Alors, je voudrais aussi vous remercier toutes et tous. Si vous n'avez pas le temps de remplir ce questionnaire maintenant, trouvez une minute tard, car ça ne dure qu'une minute pour le remplir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci Vos, merci beaucoup Novartis pour votre coopération. Et
pour avoir organisé tout ce programme. Cela fait presque donc 1 an maintenant et croyez-moi, avoir un bon programme, cela requiert beaucoup d'efforts et donc merci à tout le monde. Passez une très bonne soirée tout le monde.